Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau bulletin de la Cagouille Céleste pour la période du 10 au 18 juin 2021, soit la première phase de la troisième lune de printemps qui débute donc le 10 juin aujourd'hui avec l'éclipse de soleil que j'espère que vous avez pu apprécier puisqu'elle était partiellement visible pour nous en France métropolitaine et que avec le club Astrolt, nous avons fait un petit stand d'observation à Decazeville et que nous avons bien vu un morceau de soleil grignoté par la lune. Donc, ça fait toujours plaisir et puis on remet donc les compteurs à zéro et nous allons attaquer une nouvelle lunaison, la troisième de ce printemps, avec tout d'abord, qu'allons-nous voir dans le ciel au cours de la semaine? Alors, la Lune, je vous le donne en 1000. On la voit ou pas? On l'a vu cacher le soleil tout à l'heure. On l'a vu du côté obscur, cacher le soleil. Et on ne va pas la voir dans le ciel avant le 11 au soir, c'est-à-dire vendredi 11 au soir. Alors tout d'abord, un petit tour dans le ciel du soir sans lune. Je vous emmène faire un petit tour dans le ciel du soir sans lune. J'affiche les constellations. J'affiche donc les constellations et leurs noms. Vous vous y retrouverez plus facilement. Si l'on se tourne vers le sud, eh bien, nous voyons passer la Vierge avec l'étoile Spica, brillante, blanche, et la Balance et le Scorpion qui se lève avec l'étoile Antares ici. Voilà ce que l'on voit du côté du sud. Au-dessus de Spica, nous avons la très brillante Arcturus. Et si on remonte un petit peu, n'est-ce pas, on va voir qu'Arcturus, mais on bascule du côté du nord, se retrouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours qui est là. Vous voyez, je tourne un petit peu, la queue de l'ours, Arcturus, le bouvier et Spica, qui donc culmine, même a passé sa culmination au début de la nuit. Tournons-nous vers l'ouest donc pour voir ce qui s'en va avant que ça ne soit parti, n'est-ce pas? Puisque quand on se tourne du côté de l'ouest, on voit ce qui va se coucher. Donc on voit surtout le lion qui plonge avec l'étoile Régulus. Voilà, en début de nuit, le lion. À droite du lion, au-dessus, on a la grande ours qui, elle, descend du côté du nord. Et à gauche, on a la Vierge qu'on a vue sur notre droite quand on était du côté du sud. Alors, on se tourne maintenant vers le nord. Et vers le nord, on a toujours l'étoile polaire qui, elle, ne change pas de place, n'est-ce pas, dans le paysage. Et donc, à sa gauche, nous avons la grande ours qui descend, qui pique du nez vers le sol et qui, au cours de la nuit, on va pouvoir l'observer, elle va raser l'horizon et puis elle va remonter. En fin de nuit, elle va raser l'horizon. Tournons-nous maintenant vers l'est et nous allons voir ce qui s'élève en début de nuit. C'est à 23 heures, parce qu'avant, il ne fait pas nuit du tout. La nuit noire arrive aux alentours de minuit, 0 heure. Et pour toutes les régions situées au-delà du 48e parallèle de latitude terrestre, eh bien, il n'y a pas de nuit noire dans cette période autour du solstice d'été, puisque c'est bientôt le 20, et car le soleil ne descend pas en dessous de 18 degrés en dessous de l'horizon. Donc la nuit n'est pas totalement noire. On est dans un crépuscule qui est de plus en plus prononcé, bien entendu, plus on s'élève vers le nord. Et pour ceux qui sont au-delà du cercle polaire, eh bien, il y a le soleil de minuit. Et le soleil de minuit arrive jusqu'au cercle polaire le jour du solstice d'été, donc le 20 juin. Nous, on a un peu de nuit noire à notre latitude, 45 nord, et donc on peut encore apprécier les merveilles du ciel nocturne. Donc, du côté de l'Est, ce début de nuit, nous avons la plus brillante, c'est Vega. On a Altaïr de l'Aigle qui vient de se lever. On a donc Vega de la Lyre et Deneb du Cygne, les trois, ici Deneb, n'est-ce pas?
Vega de la lyre, des nefs du cygne et Altaïr de l'aigle, le grand triangle de l'été qui s'élève dans ce ciel qui préfigure celui de l'été. Voilà, et donc pas de lune, n'est-ce pas, puisque c'est la nouvelle lune et qu'elle était donc conjointe au soleil et qu'elle l'a même légèrement occultée, parce que quand on parle d'une éclipse de soleil, c'est un terme qui est faux, car une éclipse, c'est quand un corps passe dans l'ombre d'un autre corps. Or là, ce n'est pas le cas, c'est la Lune qui passe devant le Soleil et qui occulte un bout de Soleil ou complètement le Soleil si l'on est dans la zone de centralité. Je vais vous montrer tout de suite quelques images de cette éclipse. Je refais un partage de tout mon écran. Comme ça, je vous emmène sur l'article et on va voir une belle photo de cette éclipse qui a été prise donc au lever du jour en Ontario. Nous, c'était aux environs de midi, hein, quand l'éclipse était à son maximum. Pour nous, c'était aux environs de midi, mais on n'avait pas tant de soleil que ça, grignoté par la Lune, loin s'en faut. Néanmoins, cette photo n'est pas prise tout à fait dans la zone de centralité, vous voyez, et ils n'ont pas atteint l'anneau total. La centralité de l'éclipse commençait dans l'Ontario, effectivement, au lever du jour, mais peut-être plus au nord que là où se trouvait le photographe. Puis elle allait sur le Groenland, le pôle Nord et la Russie. Donc peut-être d'ici la semaine prochaine, nous aurons quelques photos de l'anneau total de soleil qui a pu être visible dans la zone de centralité. Pour nous, c'était un petit bout de soleil grignoté par la Lune. Mais je crois que finalement, je n'ai pas mis d'image. C'est dommage. J'en ai sélectionné tellement, je crois que celle-ci, je n'en ai pas pris plus. Bon, mais je vous ai mis plein de liens. Je vous ai mis en tête une image de jet de plasma solaire. Mais néanmoins, nous avons donc observé le Soleil aujourd'hui avec un télescope et un filtre astrosolar adapté. Ben, on ne voit pas de taches, hein. Néanmoins, il y en a, mais elles doivent être petites car elles ne sont pas visibles même au télescope. Or, quand il y a des grosses taches, elles sont même des fois visibles à l'œil nu. C'est pour dire. Revenons à notre ciel du soir, donc maintenant, et nous allons passer de jour en jour et voir un petit peu la Lune. Alors, on va voir la Lune, puisque c'est la première phase. Du côté de l'ouest, elle est sur son couchant. À partir du 11, je vais mettre même un paysage océan pour bien voir l'horizon, car le premier croissant de Lune, pour le voir, il faut avoir un horizon bien dégagé. Donc allons voir à vendredi 11, voit-on la Lune? Donc le 11 au soir, 22h15. Je cherche la Lune. Voilà, elle est vraiment sur son couchant. Le premier croissant, c'est à 22h25 qu'il faut le choper. Là, j'en suis à 22h15. Donc, disons que le ciel est sans doute un peu trop clair encore à 22h15. Le voilà. Et nous allons grossir. Voilà. Le premier croissant de lune. Le 11 à 22h25. Le premier croissant de lune est visible en bas à droite de Vénus, qui sera plus remarquable, donc devant la constellation des Gémeaux, et il se couche très vite, n'est-ce pas, à 22h50 à peu près. Donc il est assez délicat à voir, mais néanmoins visible. Je vais afficher un petit peu les détails sur ce croissant de lune. Donc, premier croissant qu'on peut voir à partir de 25 minutes avant son coucher, qui elle vient à 22h49. Voilà, donc vers 22h20, on peut voir le premier croissant, n'est-ce pas, du côté de l'ouest. Et nous allons passer au jour suivant. Vous voyez, donc la Lune va être conjointe à Vénus. Le jour suivant, la Lune, alors on va mettre aussi un croissant de Lune
On va augmenter la taille de la Lune pour mieux voir le croissant. Voilà, un croissant un peu plus gros qui est passé en une journée de en bas à droite de Vénus à en haut à gauche. Donc nous sommes devant la constellation des Gémeaux, tout près de l'étoile Pollux et Mars qui n'est pas loin, car là donc c'est le 12, le 13, la Lune est conjointe à Mars. Alors là, elle est un peu trop grossie, mais on aura quand même le fin croissant de Lune et la petite bille rouge de Mars qui vont être remarquables dans le ciel. Et en plus, ça fait une jolie figure avec Pollux, Castor, n'est-ce pas? Vénus qui brillera aussi ici. Et là, on peut se permettre de regarder ça un peu plus tard dans la soirée. Voilà, une heure plus tard, vers 23h30 presque. 23h30, nous y voilà. On a un très beau croissant de lune avec Mars, de quoi faire de belles photos. Donc de soir en soir, la lune se couche de plus en plus tard et elle est de plus en bleu croissant et de plus en plus gros. Donc nous passons au 14 au soir. Le 14 au soir, la lune a dépassé Mars, n'est-ce pas? Et l'amas de la crèche qui se trouve ici, donc elle est conjointe à l'amas de la crèche. C'est le 14 à 10h50. Donc on peut la voir la veille et le lendemain. L'amas de la crèche, il se situe ici, c'est un amas ouvert. Et donc la lune passe, lune et amas de la crèche. La lune passe au nord de l'amas. Et donc on peut le repérer aux jumelles dans la nuit, mais la lune sera assez éloignée puisque la conjonction a lieu à 10h du matin. Nous passons donc au jour suivant. Le 15, la Lune arrive devant le Lion et elle est conjointe à Régulus. Donc, vous voyez, elle est au-dessus de l'étoile, donc au nord de l'étoile. Et Régulus, l'étoile principale du Lion, est ici. Vous voyez, nous sommes toujours à l'ouest, pas très haut, mais la Lune, elle n'est pas encore couchée. Ensuite, le 16, ben, elle a dépassé Régulus. Le 17, elle est à sa latitude maximale par rapport au plan de l'écliptique que je trace ici. Voilà, donc elle est au nord de l'écliptique. Donc le 17 au soir et le 18 au soir. Donc pour le premier quartier, la Lune culmine au coucher du soleil. Donc attendez, on va remettre la Lune au milieu. Et on va venir au coucher du soleil, c'est-à-dire 21h30 à peu près. La Lune est à peu près au sud. En fait, elle culminait. Alors, on trouve tout ça dans la fiche résumée. Dans la fiche résumée, ici, vous avez les heures de culmination, de lever, culmination et coucher du soleil et de la Lune en début et fin de période. Donc, le 17 au soir, elle culmine à 19h43. Le soleil est loin d'être encore couché, donc en début de nuit, effectivement. Elle est passée déjà à droite, du côté de l'ouest. Donc la voilà, le soir du 18. Une fois passé le premier quartier, nous nous retrouverons d'ici là. Alors je vous ramène sur l'article et on va suivre un petit peu les autres événements de cette période magnifique. Alors tant qu'on est sur la Lune, une petite vue de la Lune, une jolie photo des Apennins, la chaîne des Apennins, à la mer de la Tranquillité. Joli paysage lunaire. L'anneau de soleil de ce matin en Ontario. Donc Vénus est le premier croissant de lune le 11 juin à 22h25. Il y a un 5 de trop.
Donc, on va pouvoir de soir en soir admirer tout un tas de choses. Je vais pour une fois faire pas comme d'habitude et on va suivre le fil de l'article et on va se rendre sur les liens. Donc, à partir de la nouvelle lune qui advenait à 12h52, n'est-ce pas? Nous avons immédiatement après Mercure au périgée, oui, parce qu'il ne faut pas oublier de signaler que nous avions l'alignement, donc Terre, Lune, Soleil, et que Mercure est juste devant le Soleil, tout près, légèrement en dessous, puisqu'il est en latitude, elle est en latitude sud, et que le lendemain, le 11, Mercure est en conjonction inférieure, et donc juste après l'éclipse de Soleil, le 10, elle était au périgée, c'est-à-dire au plus près de la Terre, à 82 millions de kilomètres environ. Voilà, et elle sera à l'apogée le 5 août, au plus loin, ce qui fait plus d'une unité astronomique, alors que quand elle est au périgée, au plus près de la Terre, apogée c'est au plus loin de la Terre, périgée c'est au plus près de la Terre, au périgée elle est à une demi-unité astronomique à peu près, et à l'apogée elle est à une et demie. Voilà, donc Mercure au périgée après l'éclipse, donc nouvelle lune, l'astéroïde Junon au périgée, la Lune, du coup, est conjointe à Mercure, tout s'enchaîne. La Lune est conjointe à Mercure dans le plan écliptique et à 15h08 dans le plan équatorial. En héliocentrique, à 15h25, Vénus est opposée à Saturne. En héliocentrique, c'est Vénus qui ouvre le bal avec une opposition à Saturne et qui le ferme le 18 avec son opposition à Jupiter. On verra ça tout à l'heure en étudiant les thèmes astrologiques. Bon, les Achillides de juin, quelques étoiles filantes, parce qu'il y en a toujours. Hein. Donc, le 10 au soir, la Lune est conjointe à Elnat, donc l'étoile bêta du taureau, qui est bien sûr invisible, la Lune aussi. Et l'astéroïde Eros au périgée, alors là, je vous y emmène, parce que Eros fait l'objet d'une photo. C'est le premier astéroïde qui a été visité par une sonde en l'an 2000. Et donc, voilà la photo d'Eros par la sonde Near Shoemaker, qu'il a visité en l'an 2000 déjà. C'est le premier astéroïde à être visité de près à l'aube du nouveau millénaire. Je reviens sur la suite. Donc, vendredi 11 juin, eh bien, c'est le Japon qui a la primeur du nouveau croissant de lune, puisqu'il sera 2 heures du matin pour nous, chez eux, ce sera déjà le soir. Et ils pourront voir le tout premier croissant de lune. Donc, nous avons la conjonction inférieure de Mercure qui arrive à 3h12. Alors, en même temps, ça veut dire qu'en héliocentrique, Mercure est conjoint à la Terre, c'est à 3h05, je crois. C'est pratiquement en même temps. Avec Mercure, il y a quand même des écarts de quelques minutes. Ensuite, à 9h22, la Lune entre dans le signe du Cancer. Ensuite, à 10h16, elle arrive devant la constellation des Gémeaux. À 15h33, Mars entre dans le signe du Lion. Nous allons voir que Mars entre dans le signe du Lion en géocentrique et qu'il y est déjà en héliocentrique et que pendant une dizaine de jours, Mars va être Lion. On pourra commenter, ça va chauffer. Et donc, le premier croissant, le 11 au soir, aux alentours de 22h25. Nous avons déjà vu ça tout à l'heure. Alors, samedi 12 juin, c'est-à-dire dans la nuit du 11 au 12, on peut prendre un télescope et profiter encore des galaxies du Lion devant lesquelles se passe la petite planète Vesta. Alors, je vous situe un peu, voilà comment ça se passe par rapport à la constellation du Lion, qu'on a bien vu tout à l'heure, qui est donc au couchant, donc du côté de l'ouest, en début de nuit. Il ne faut pas trop attendre. Mais 0h, c'est là au moment où il fait complètement nuit, et le Lion, à cette saison, n'est pas encore couché. Donc Vesta est là, juste tout près, justement, à l'emplacement de ces célèbres galaxies, assez facile d'accès au télescope. Hein. Voici ce que ça donne dans un champ de 4 degrés. Voilà, ils sont là, triplé du Lion. Et Vesta est ici, c'est l'astéroïde le plus facile à voir parce qu'elle est quand même de magnitude de 7 et quelques comme petite planète. Donc pas visible à l'œil nu, mais accessible avec un petit instrument.
Et donc, une belle photo de ce triplé du Lion. Vous savez que le Lion, la Vierge et la chevelure de Bérénice sont la zone où les galaxies sont le plus nombreuses, car nous sommes hors du plan de notre propre galaxie. Et là, c'est un champ ouvert sur l'infinité des galaxies de l'univers. Donc le voilà, ce fameux triplé du Lion avec M65, M66 et NGC, je crois que c'est 2436, mais je ne suis plus sûr. Je reviens sur là où on en était, samedi 12 juin. Et donc, 12 juin, c'est en héliocentrique que le bal s'ouvre. Terre, carré, Neptune, nous entrons dans la période du carré, donc Soleil à Neptune, et aussi donc en héliocentrique, Terre à Neptune. Donc ça se passe en premier en héliocentrique à 0h23. Après, bah, pareil, dans la nuit, en fin de nuit, avec un instrument, on peut apprécier, je n'ai pas mis d'image là, les passages des ombres de Io et de Ganymède simultanément sur Jupiter. Donc, c'est le phénomène le plus facile à observer, les passages d'ombre. Donc, les deux satellites de Jupiter, de notre point de vue, passent devant la planète, ou du moins leur ombre est projetée par le Soleil sur la planète. C'est lié à un transit, c'est-à-dire un passage de la planète devant le disque de Jupiter, mais ce n'est simultané pour nous que lorsque Jupiter est pile à l'opposition. Sinon, entre l'ombre, le passage de l'ombre du satellite et le passage du satellite lui-même, il y a un décalage. Je reviens donc à samedi 12 juin et à 6h08, la Lune atteint sa déclinaison maximale, hors limite zodiacale, dont elle est sortie juste avant la nouvelle Lune. Sinon, si elle était trop loin, au-dessus, le Soleil ne pouvant pas dépasser 23 degrés de déclinaison, la Lune est déjà à 2 degrés au-dessus et enfin, le jour de l'éclipse, elle est juste à moins d'1 degré au-dessus, ce qui fait qu'on la voit du côté du nord de la Terre et on la voit grignoter le Soleil. Mais il fallait être bien au nord de la Terre pour la voir grignoter le Soleil, justement, en raison de sa forte déclinaison nord. Donc, dont elle atteint le maximum, donc le 12 à 6h08, 25 degrés par rapport au plan de l'équateur céleste. Le Soleil va, lui, arriver à sa borne, donc qui est de 23 degrés 26 minutes, le 20 juin pour le solstice. Donc tout astre qui passe au-delà de 23 degrés 26 minutes de déclinaison est dit hors limite zodiacale. Et astrologiquement parlant, on peut s'attendre à quelque chose qui marche en dehors de la route, quoi, sur le bas-côté, faire des choses qui ne sont pas ordinaires. Voilà. On continue, on est le 12. Alors à 8h41, c'est la Lune conjointe à Vénus, qu'on voit la veille au soir avec la Lune à droite de Vénus et qu'on voit le 12 au soir avec la Lune en haut à gauche de Vénus et tout près de l'étoile Pollux. Nous avons l'équation de temps qui est nulle. Alors, un petit topo sur l'équation de temps, le 12 juin à 14h. Eh bien, le midi vrai, c'est-à-dire le vrai milieu de la journée, a lieu au midi moyen, celui qu'on a calé par rapport à nos montres, parce qu'en fait, sinon les journées ne seraient pas régulières. Alors, en raison de deux facteurs, enfin, du fait que la Terre n'avance pas à une allure régulière autour du Soleil, mais qu'elle accélère quand elle s'approche du périhélie et qu'elle décélère quand elle s'approche de l'aphélie. Donc, ça nous crée ce très joli dessin qu'on appelle un analemne et qui est obtenu en pointant le soleil toujours à l'heure du midi moyen. Eh bien, tout au long de l'année, on le photographie et toujours exactement dans la même direction à l'heure du midi moyen et on obtient le soleil vrai qui dessine ceci. C'est l'analemne de la Terre qui est propre à la Terre. Chaque planète a son analemne, mais ceux des autres planètes sont moins beaux. Il est particulièrement beau, celui de la Terre. Voilà, je reviens donc pour l'équation de temps, donc ce qui fait que ce jour-là, le midi vrai a lieu au midi moyen et que les jours se décalent de plus en plus vers le soir. Le soleil, là, il arrive à son maximum. On est dans la période des levées de soleil les plus précoces de l'année. Et quand on va arriver au 20 juin, là,
ça y est, c'est fini. Et les couchers de soleil les plus tardifs de l'année vont avoir lieu après le solstice, jusqu'à début juillet. Nous revenons au 12 juin. Eh bien, donc c'était déjà le jour de Vénus, puisqu'elle est conjointe à la Lune, mais en plus, elle est au périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil, ce qui advient quand elle est en héliocentrique dans le signe du Lion. Donc en héliocentrique, nous avons Vénus en Lion et Mars aussi. On verra ça tout à l'heure. Dimanche 13 juin, la Lune est conjointe à Pollux, donc on la voit entre Vénus, Mars et Pollux, la Lune, comme on a vu tout à l'heure. Et une fois passé Pollux, à 15h36, elle arrive devant la constellation du Cancer. Je rappelle que Pollux est l'étoile bêta de la constellation des Gémeaux. Et donc après la constellation des Gémeaux, il y a celle du Cancer. À 15h36, la Lune arrive devant la constellation du Cancer et à 20h22, elle entre dans le signe du Lion. Quand elle est devant la constellation du Cancer, elle est au 28e degré du signe du Cancer. Donc 2 degrés plus tard, c'est-à-dire 4 heures, elle entre dans le signe du Lion. Ensuite, le 13 à 21h51, la Lune est conjointe à Mars dans le plan équatorial. Et donc, la Lune est au nord de Mars. Et donc, on observe ça le 13 au soir. Le 14, c'est le jour de la quadrature ouest de Neptune. Donc, Soleil carré Neptune dans le plan écliptique à 1h39. La Lune rentre dans les limites zodiacales à 3h19. À 9h16, elle est conjointe à l'amas de la Crèche, qui se trouve donc dans la constellation du Cancer, et qu'on peut chercher aux jumelles avec le croissant de Lune ne le gênera pas de trop pour pouvoir le voir dans les jumelles. Donc, le 13 à gauche de la Lune et le 14 à droite. Je vous montre comment on repère l'amas de la Crèche par rapport à la Lune le 14. Et puis à Mars, vous voyez, il est pile au milieu ce jour-là. Mardi 15 juin, la Lune arrive devant la constellation du Lion. Le Soleil est carré à Neptune dans le plan équatorial. Et la petite planète, l'astéroïde Transurania, est à l'opposition du Soleil. Mercredi 16 juin, à 2h, la Lune est conjointe à Régulus dans le plan équatorial et à 5h16 dans le plan écliptique. À ce moment-là, elle entre dans le signe de la Vierge. De nos jours, l'étoile Régulus marque le premier degré du signe de la Vierge. Donc nous l'avons vu tout à l'heure. Je remonte. Lune et Régulus, alors ça c'est le 17 au soir. Et donc le 16 au soir, la Lune est avant, juste au-dessus en fait, voilà, de Régulus, du côté de l'ouest. Alors, Mercure, qui donc est en conjonction inférieure le 11, se trouvait dans le champ du coronographe Lascaux C3, n'est-ce pas, depuis le 5 juin. Et donc, elle en sort le 16. Elle va devenir visible, mais pas très bien. Elle va être du matin, mais bon, elle ne sera pas bien visible. Alors, c'est un météoritique d'Ellyride de 2 juin. L'ambulatoride de jour, c'est un essaim diurne, donc on ne les voit pas. La Lune atteint sa libration minimale en latitude, alors c'est le 16, et pratiquement en même temps, le 17, 1h, minimale en longitude. Alors voilà, si on regarde la Lune avec un instrument, sauf qu'il faut inverser l'image, voilà le Soleil qui se lève sur la Lune, donc quand la Lune est croissante, nous voyons le Soleil qui se lève sur la Lune, donc il éclaire de plus en plus. Et là, ce lever de Soleil met bien en valeur les cratères Eudoxe et Aristote, qui sont facilement identifiables au nord du croissant, mais donc en bas, si vous regardez dans un télescope. Et donc, le 17, la Lune atteint sa latitude maximale, au nord du plan de l'écliptique, donc ce qu'on appelle les ailes du dragon. Elle est alors dans le 11e degré du signe de la Vierge.
Elle est ensuite conjointe à la petite planète Vesta et à 20h40, le 17, elle arrive devant la constellation de la Vierge. Et le 18, eh bien, c'est le jour du premier quartier à 5h54. Et on reparle d'Eros car il est juste à l'opposition du Soleil dans le plan écliptique à ce moment-là. On clôt la journée du 18 par l'entrée de la Lune dans le signe de la Balance car le premier quartier advient, la Lune est dans le 28e degré du signe de la Vierge, donc Soleil 28e Gémeaux, et donc elle est déjà devant la constellation de la Vierge, et à 10h53, elle entre dans le signe de la Balance, et la journée se termine avec Vénus qui rentre dans les limites zodiacales dont elle était sortie, je crois, depuis le 23 mai, et qui, en héliocentrique, est opposée à Jupiter, comme je vous l'ai dit au début de ce petit bulletin. En héliocentrique, elle est opposée à Saturne le 10, Vénus, et elle est opposée à Jupiter le 18. Voilà, ben nous avons fait à peu près le tour de la Lune. Le Soleil, eh bien, il est dans le signe des Gémeaux. Vous pourrez, si vous êtes sage, bénéficier des replays de l'atelier zodiaque, le signe des Gémeaux. Donc, il fait en aspect aux planètes, donc la conjonction inférieure de Mercure, le 11, et le carré de Neptune, le 14. L'équation de temps est nulle, nous l'avons vu. Donc, nous avons Mercure qui sort du champ du coronographe Lascaux C3 et l'amas ouvert Messier 35 qui marque le pied de Gémeaux, le pied des Gémeaux qui y entre le 16 et il reste jusqu'au 1er juillet. Donc, c'est la constellation des Gémeaux qui devient invisible. Le Soleil va arriver devant, d'ailleurs, dans très peu de temps. Donc voilà, l'activité solaire, alors elle est toujours continue, hein. On est toujours à 46 jours sans tâches depuis le début de l'année, voilà à peu près 2 mois qu'il y a des tâches tous les jours. Néanmoins, en l'observant au télescope, on n'a pas vu de tâches, comme je le disais tout à l'heure. Voici l'éjection de masse coronale qui a été captée par la sonde Solar Orbiter et qui a été modélisée pour voir comment ça se propage dans le système solaire. Alors là, donc c'est le Soleil. On a les légendes. Hein. Vous avez les planètes. Alors la Terre, c'est le petit rond jaune, Mars, le petit rond rouge, Mercure orange, Vénus en vert. Donc Vénus, ici Mercure, la Terre, Vénus et Mars. Puis ça, les petites carrés, c'est les différentes sondes qui observent le Soleil et donc peuvent donner des points de vue différents sur des mêmes phénomènes. Et donc voilà comment ça se propage. Là, vous voyez, c'est du centre vers la périphérie en directionnelle. Voilà comment ça se propage dans le plan des latitudes par rapport au plan de l'écliptique, au-dessus ou au-dessous. Et voilà comment ça se propage en profondeur, en direction. Je trouve que c'était marrant. Donc en héliocentrique, nous avons Mercure à la Félie le 10 juin. Et je rappelle qu'il est donc au périgée le même jour. Vénus opposée Saturne le 10 juin, le 11 juin, Mercure conjoint Terre, c'est la conjonction inférieure de Mercure. Le 12 juin, Terre carré Neptune, ça nous renvoie au carré Soleil-Neptune qui a lieu le 14. Le 12 juin, Vénus est au périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil. Elle est alors en héliocentrique, toujours dans le 12e degré du signe du Lion. Le 14 juin, en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Capricorne et le 18, c'est Vénus qui est opposée à Jupiter. Photo de galaxie dans la Vierge, dans ce numéro, je vous sers quelques galaxies. Celle-ci, c'est la chaîne de Markarian. Donc toutes ces galaxies constituent un ensemble qu'on appelle la chaîne de Markarian en raison de son enchaînement et du monsieur qui l'a découvert et nommé, donc s'appelait Markarian. Une petite photo de Vénus captée par un amateur, donc Vénus qui est encore pratiquement pleine, hein, qui est maintenant gibbeuse décroissante, puisqu'elle était en conjonction supérieure le 26 avril, je crois. Elle décroît lentement.
C'est pas comme Mercure qui croît et décroît très vite. Donc le soir, dans l'ordre, on a Vénus qui se couche, Mars qui se couche, aux alentours de Mars se couche aux alentours de 0h10. Ensuite, on a Saturne qui se lève aux alentours de 0h30. Jupiter qui se lève aux alentours de 1h20. J'ai mis une petite image captée par la sonde Juno en 2017 des nuages de Jupiter. Bien sûr, impressionnant. Terriblement impressionnant. On dirait vraiment Zeus. Hein. Donc, Neptune se lève aux alentours de 2h10, mais elle ne s'élève pas assez dans le ciel pour qu'on puisse l'observer. Il faudra attendre le mois de juillet. Uranus se lève, elle, aux alentours de 3h55. Bon, on ne peut pas la voir non plus encore. Hein. Et Mercure, donc, qui est en conjonction inférieure le 11 juin, passe donc du ciel du soir, dans lequel elle nous a régalé au mois de mai, à celui du matin. Elle n'est pas du tout visible. Et bon, on va la voir peut-être un peu faiblement dans le ciel du matin, difficilement, dirons-nous. Donc on a de rétrograde déjà comme planète Pluton depuis le 26 avril, Saturne depuis le 23 mai et Mercure depuis le 30 mai jusqu'au 22 juin. Donc Pluton évolue doucement. Elle sera à l'opposition au mois de juillet, le 15 juillet. Les petites planètes à l'opposition avec l'astéroïde Eros. Vesta près des galaxies M65 et M66, près du triplet du Lion, nous l'avons vu tout à l'heure. La comète Palomar qui mérite, si vous avez un bon instrument, il y a quand même, elle n'est pas trop difficile à capter, magnitude 10,6, c'est quand même un peu faible. Oh, alors, l'arrivée du Crew Dragon, vue par Thomas Pesquet, le cargo qui est venu s'amarrer à l'ISS le 5 juin. Donc, il y a des liens pour suivre tout ça. C'est photographié par Thomas Pesquet lui-même. Sur Mars, la mission chinoise Tianwen avec son robot Zhurong. Alors, Tianwen, depuis l'orbite, a photographié la zone où se trouve Zhurong avant, n'est-ce pas? Et après, alors, voilà, c'est le jeu des détails à retrouver, le jeu des différences entre les deux images. C'est très rigolo. Et nous avons Persévérance qui nous offre, l'hélicoptère Ingenuity qui nous offre un vol au-dessus du sol martien, vu d'à peu près 5 mètres de hauteur au-dessus du sol de Mars. Donc le petit hélicoptère martien de la mission Persévérance de la NASA qui réussit très bien et donc qui se voit sa mission prolongée avec de nouveaux exercices maintenant moins fréquents et pas spectaculaires, mais bon, pour communiquer, pour faciliter le trajet des rovers. Il va faire du rover, il va prendre un peu d'altitude, mais pas beaucoup, vous voyez, pour mieux voir le paysage. Donc cette fameuse éjection de masse coronale, là, dont je vous ai montré la modélisation dans le système solaire, voilà ce que ça donne ça, c'est un coronographe aussi, celui de la sonde stéréo. Et pour terminer, une nébuleuse obscure dans la constellation d'Ophiuchus, la nébuleuse obscure du cheval sombre. Donc c'est ce qui se détache en sombre justement par rapport dans un ciel très étoilé puisque nous sommes en bordure de Voie lactée. Donc vous voyez, on le voit le cheval, on le voit pas mal du tout. Hein. La nébuleuse du cheval sombre, donc c'est des nuages épais relativement, de poussière qui obstruent la vision de ce qu'il y a derrière. Et voilà, donc je vous retrouve pour les commentaires astrologiques. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous remercie d'écouter ces vidéos et je merci de les partager et de donner votre avis de ce que je peux améliorer et de ce que vous n'avez pas compris ou sur
sur quoi vous voulez que j'approfondisse un petit peu. Je vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt.